Aujourd'hui, place à des cités ancestrales perdues. Des dizaines de personnes ont failli mourir en cherchant Paititi. À un trésor enfoui au fond d'un lac. Les habitants de la région m'ont dit que les vaisseaux volaient au-dessus du lac, mais qu'en plus, ils y plongeaient. Et à des chambres secrètes, dissimulées sous le sphinx d'Égypte. L'or représentait le corps des dieux. Dans l'Antiquité, l'Égypte possédait plus d'or qu'aucune autre contrée. Depuis la nuit des temps, l'homme adore les histoires de trésors cachés. Et si notre attirance pour ce métal précieux ne se limitait pas à la cupidité? On dirait qu'on est programmé génétiquement pour aimer l'or. Il représente notre connexion avec les étoiles. Plusieurs chercheurs ont suggéré qu'au départ, les extraterrestres étaient descendus sur Terre pour extraire ce métal. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Et si oui, auraient-ils été à la recherche d'or? Le lac de Guatavita en Colombie se serait formé dans le cratère d'une météorite. Ce lac circulaire est au cœur de la quête de l'Eldorado, la cité dorée perdue. Depuis le XVIe siècle, l'Eldorado représente le saint Graal des chasseurs de trésors. Une kyrielle de légende parle d'un lieu débordant de richesses, quelque part en Amérique du Sud. Pourtant, à ce jour, cette cité mythique demeure introuvable. Si un tel endroit existe bel et bien, comment se fait-il qu'il échappe aux explorateurs depuis des siècles? D'aucuns pensent que la réponse gît au fond de ce lac mystérieux. Le lac de Guatavita faisait partie du territoire des tribus Muisca ou Chibcha. Il ne s'agissait pas d'une civilisation aussi puissante que celle des Incas ou des Aztèques, mais elle possédait énormément d'or. Le roi du sud du territoire Muisca s'appelait le Zipa. Mais à leur arrivée au 1er siècle, les conquistadors l'ont désigné comme l'Eldorado, l'homme doré en espagnol. Ils l'ont dénommé ainsi après avoir vu le rituel le plus sacré des Muisca, où le Zipa flottait sur une barge royale jusqu'au milieu du lac de Guatavita. Là, il offrait de l'or à un dieu censé vivre au fond du lac. On dit que le roi de la tribu, couvert de résine puis de poussière d'or, plongeait dans l'eau pour se laver. Par conséquent, l'or se répandait dans le lac et ensuite des objets auriques y étaient jetés. Et c'est à cause de cet événement qu'on a commencé à parler d'un Eldorado en Colombie. En 1912, Hartley Knowles, un Britannique, dirige des fouilles dans le lac. Il aurait retrouvé un trésor d'une valeur de 15 000 €, incluant des objets en or. Toutefois, il était convaincu que le fond du lac n'avait pas révélé tous ses secrets. Et si oui, qui était ou même qu'était ce prétendu dieu qui habitait au fond du lac?
Plusieurs chercheurs ont suggéré qu'au départ, les extraterrestres étaient descendus sur Terre pour extraire ce métal. Zecharia Sitchin a notamment dit que les extraterrestres avaient besoin d'or pour flotter dans leur atmosphère et préserver leur planète. L'or a-t-il une grande importance dans le domaine de l'exploration spatiale et de l'astronomie? Eh bien oui, parce qu'il s'agit d'un matériau inerte. Il ne bouge pas. Par ailleurs, il conduit très bien l'électricité. Et il possède une dernière qualité, et non des moindres. Il reflète les infrarouges à la perfection. On peut utiliser des revêtements en or pour protéger un engin spatial de la chaleur intense d'une étoile ou de toute autre source de chaleur. L'or est un élément rare et de grande valeur dans tout l'univers. Est-il possible que les extraterrestres soient descendus sur Terre à la recherche d'or? Des néo-évéméristes en sont convaincus. On en trouverait la preuve dans de nombreuses légendes de l'Antiquité, telles que celle de Paititi, la fameuse ville inca qui serait située au sud-est du Pérou. Les conquistadors voulaient à tout prix mettre la main sur cette mystérieuse ville d'or, située, a priori, dans la jungle de l'est du Pérou. Elle s'appelait Paititi, ce qui signifie la ville dorée. C'est à cause des légendes concernant Paititi et l'Eldorado qu'on a commencé à explorer la jungle amazonienne. On confond souvent l'Eldorado et Paititi. L'Eldorado est un lieu d'extraction bien précis au nord de l'Amérique du Sud, alors que Paititi appartenait à une civilisation contemporaine des Incas dans la région du Pérou et de la Bolivie actuelle, et n'a toujours pas été trouvé. Ça fait maintenant 25 ans que je m'y emploie. Depuis 1984, Gregory Dayarmenjian, un explorateur américain, et Paulino Mamani, son homologue péruvien, ont organisé une quinzaine d'expéditions dans le but de trouver cette mystérieuse cité d'or. On suit une route inca en pierre qui mènerait, d'après la légende, à Paititi. Les locaux disaient que Pachamama, la terre-mère, a placé tellement d'obstacles, comme la mousse, la jungle ou les cours d'eau, que certaines choses resteront cachées à jamais. Leur quête a démarré à Cusco, dans un lieu sacré inca, le Coricancha, un nom qui signifie enclos de l'or. En 1559, les conquistadors l'ont détruit pour construire le couvent de San Domingo, qui trône toujours au centre de la ville, entouré par les ruines de l'ancien temple inca. Le couvent abrite un énorme autel couvert d'or. Cependant, d'après les conquistadors, cette réalisation fait pâle figure à côté du magnifique Coricancha, qui regorgeait de statues dorées et qui était tapissé d'épaisses feuilles d'or. Aux yeux des Incas, l'or était important parce qu'il représentait la sueur du soleil, la plus grande déité de cette civilisation. Par conséquent, si on possédait de la sueur du soleil, on possédait le bien le plus sacré du monde. Certains néo-évéméristes pensent qu'une ancienne idole dorée du Coricancha représente Inti, le dieu soleil. Cela prouverait que les extraterrestres ont eu des contacts avec les Incas. Le Coricancha était célèbre pour son gigantesque disque doré que les Incas vénéraient. Il s'agissait de la représentation d'un disque doré venu du ciel, qui se serait posé devant Atahualpa, le souverain Inca. D'après les légendes, il aurait été en contact direct avec les dieux du ciel. Ce fameux disque de Coricancha aurait-il été fabriqué pour vénérer des visiteurs extraterrestres?
Et si ces derniers sont bienvenus pour extraire de l'or, cela prouverait-il que Paititi se situe non loin de là? En 1533, les Espagnols s'emparent de Cusco et pillent le temple de Coricancha à la recherche d'or. Cependant, si l'on en croit une légende locale, l'or a déjà été déplacé à 30 km au nord-ouest pour être déposé dans un lac. Dans la mesure où les prêtres ont su que les Espagnols allaient envahir la ville, ils ont vidé les temples de tous les objets en or qu'ils ont jetés au centre de la lagune de Pirway. Jusqu'à présent, on n'a rien retrouvé. Étant donné les cours actuels, ce trésor vaudrait des milliards d'euros. Mais il y a plus troublant encore. Nombreux sont ceux qui auraient observé des ovnis dans la région. Et ça fait des siècles que ces phénomènes se produisent. Les habitants de la région m'ont dit que les vaisseaux volaient au-dessus du lac, mais qu'en plus, ils y plongeaient. Apparemment, un petit vortex de la taille de la soucoupe volante, c'est-à-dire environ 6 mètres de diamètre, s'ouvre et l'engin pénètre à l'intérieur du lac. Le vortex se referme et plus tard il se rouvre et l'engin repart. Si, comme l'affirment les habitants de la région, d'étranges vaisseaux spatiaux, éventuellement d'origine extraterrestre, viennent réellement ici, alors y aurait-il un lien entre ces visites et l'or qui serait caché au fond du lac? Des dizaines de personnes ont failli mourir et sont même mortes en cherchant Paititi. Cette ville intéresse le chercheur d'or de base à cause de la valeur financière, ceux qui ont envie de passer à la postérité, mais aussi des gens qui savent que s'ils trouvent le trésor, ils prouveront la véracité de la légende. Peut-être qu'en fait, la découverte ou l'emplacement des villes légendaires de l'Eldorado et de Paititi importe moins que ce qu'elle pourrait révéler. Nous sommes à l'Université impériale de Tokyo en mars 1924. À l'époque des premières expériences sur l'énergie nucléaire, Antaro Nagaoka soumet un isotope du mercure à une tension de 150 000 volts sous une couche diélectrique d'huile de paraffine pendant 4 heures. Son but consiste à expulser un proton d'hydrogène du nucléus du mercure afin d'obtenir un nouvel élément, de l'or. L'expérience se solde par un succès. Le physicien a résolu un mystère qui résistait aux scientifiques depuis des siècles. Celui de la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est l'idée qu'une sorte de matériau magique permettrait de changer le plomb ou tout autre métal très bon marché en or. Il s'agit d'une possibilité très attrayante en soi. Pendant des millénaires, des rois ont désiré cet appareil légendaire qui changeait les métaux les plus courants en or. Des scientifiques et des alchimistes ont passé des siècles à essayer d'en créer un. Même Isaac Newton, au XVIIe siècle, était obsédé par ce mystère. Pourtant, la couronne d'Angleterre, craignant une dévaluation de l'or, punissait de mort la pratique de l'alchimie. En 1924, à l'époque de l'expérience de Nagaoka, cela faisait déjà longtemps que la communauté scientifique avait déclaré qu'il était impossible de produire de l'or à partir d'un autre métal. Elle a rapidement changé d'avis. Le jour où elle a su où chercher, c'est-à-dire dans l'espace. L'or est créé naturellement au cours des réactions nucléaires d'une étoile. Ensuite, il se répand dans l'univers à l'occasion d'une supernova. L'étoile explose et projette tous ses éléments dans l'espace. Maintenant qu'on sait contrôler les réactions nucléaires, on est enfin capable de produire de l'or à partir d'un autre élément.
À Irvine, au sein de l'Université de Californie, A.J. Shaka mène des expériences en alchimie quasiment quotidiennement. On insère du mercure 196 dans un tube. Ce mercure possède un isotope de 0,15%. C'est cet isotope qui va capturer un neutron et qui, dans 23 heures, sera transmuté en or. Afin que le réacteur tourne à plein régime, ce professeur de chimie retire les barres de commande qui absorbent les neutrons et qui les empêchent de réagir avec les autres atomes. Cette opération génère une énergie sidérante. En termes d'énergie, y compris l'électricité qu'on produit à partir d'une certaine quantité de matières premières, l'énergie nucléaire est 10 à 20 millions de fois plus efficace que les autres. Son expérience est une réussite. Une vraie pierre philosophale fonctionne dans le sous-sol d'un petit bâtiment universitaire. L'alchimie représente une découverte inestimable pour la science. Mais ironie du sort, elle n'a jamais conduit à la production d'immenses richesses. Au bout d'une journée de radiation dans notre réacteur, on obtient une quantité d'or d'une valeur de 0,02 de centimes d'euro. Dans la mesure où l'utilisation du réacteur coûte 150 € de l'heure, ce n'est pas du tout rentable. Tandis que l'alchimie moderne est beaucoup trop inefficace pour créer de grandes quantités d'or, les néo-évéméristes pensent qu'une technique bien plus évoluée aurait existé en Égypte ancienne il y a des milliers d'années. En effet, là-bas aussi, l'or était lié aux dieux. L'idée selon laquelle l'or est une sorte de métal ou d'élément divin est très enracinée au cœur des croyances de l'Égypte ancienne. L'or représentait le corps des dieux. Il avait donc une très grande importance. Dans l'Antiquité, l'Égypte disposait de plus d'or qu'aucune autre contrée. On a retrouvé des lettres échangées entre les souverains de Babylonie, d'Assyrie et autres avec l'Égypte. Beaucoup d'entre elles expriment des demandes. Elles disent « Pharaon, mon frère, s'il te plaît, envoie-moi de grandes quantités d'or, parce que l'or est la poussière de ton territoire, ô Pharaon, mon frère. » Comment se fait-il que ce métal ait été beaucoup plus abondant en Égypte que dans les pays voisins? Et pourquoi les Égyptiens considéraient-ils qu'il ne venait pas de ce monde? Si l'on en croit la théorie des anciens astronautes, les Égyptiens savaient probablement fabriquer de l'or grâce à une aide venue d'un autre monde. Si les transmutations de métaux sont possibles dans un modeste laboratoire universitaire, que pourrait-on créer avec un réacteur plus important? Et pourquoi pas un réacteur de la taille de la pyramide de Gizeh? Christopher Dunn estime que la pyramide de Gizeh pourrait être une sorte de machine géante et qu'à l'intérieur, il s'y produisait des réactions chimiques. Il est possible que la pyramide de Gizeh ait servi à transmuter des éléments en or. J'ai étudié les plans des tunnels, des chambres et des puits de la pyramide, et à mes yeux, ils ne ressemblent pas du tout à ceux d'un tombeau. Il s'agit d'une construction méticuleuse. Les pierres qui ont servi à bâtir la chambre de la reine et la grande galerie sont soigneusement assemblées. Il a aussi fallu transporter des milliers de tonnes de granit sur le Nil pendant 800 km pour construire la chambre du roi. Toutes ces caractéristiques portent à croire qu'il s'agit d'un édifice particulier. Vu qu'il a été conçu comme une machine, peut-être qu'il fonctionne aussi comme une machine. Serait-il possible que cette pyramide ait été la première pierre philosophale? Et si oui, comment une ancienne civilisation a-t-elle pu construire l'équivalent d'un réacteur nucléaire? Les travaux concernant la pierre philosophale ont duré des siècles. Peut-être qu'ils n'ont pas été menés par simple cupidité. S'agissait-il plutôt, comme le suggèrent les néo-évéméristes, de retrouver une technique oubliée?
Ce savoir se trouve peut-être encore sur Terre, dissimulé dans une région qui n'a pas encore révélé tous ses trésors. Nous sommes en 1936, à Gizeh, en Égypte. Cela faisait plus de 3000 ans que le Sphinx gisait sous le sable. Il aura fallu 11 ans de travail aux archéologues égyptiens pour désensabler ce monument pour la première fois depuis l'Antiquité. Longue de 73 mètres et haute de 20 mètres, c'est la statue monolithique la plus large et la plus ancienne du monde. Sa forme est encore plus incroyable. Le Sphinx possède la tête d'un homme et le corps d'un lion. Même si les égyptologues situent la construction du Sphinx pendant le règne de Képhren, vers 2500 avant notre ère, certains prétendent qu'il pourrait être beaucoup plus ancien. Traditionnellement, on estime que cet ouvrage date de moins de 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais un groupe de chercheurs, dont je fais partie, a remis cette date en question, parce que l'érosion du Sphinx montre qu'il serait beaucoup plus ancien. Même si les égyptologues n'ont pas encore établi définitivement quand et pourquoi cet étrange monument a été bâti, les néo-évéméristes estiment qu'il prouverait la présence d'extraterrestres en Égypte ancienne. De nombreuses inscriptions sumériennes et égyptiennes représentent des sphinx, des êtres mi-hommes, mi-animaux, avec une variation sur les différentes combinaisons possibles. Pourquoi? Eh bien, ça paraît logique. Dès qu'on se rend compte que les textes anciens racontent que les extraterrestres sont descendus sur Terre et qu'ils nous ont créés à leur image et en fonction de leur goût. Si l'on en croit les travaux de Zecharia Sitchin, aujourd'hui décédé, les Anunnakis sont arrivés en provenance d'une planète de notre système solaire dans l'intention d'extraire de l'or. Mais ils se sont dit qu'ils n'allaient pas faire le travail eux-mêmes. Ils ont donc décidé de modifier génétiquement des créatures terrestres de l'époque pour créer le genre humain. Si c'est le cas, il est probable qu'ils ne se soient pas contentés de modifier génétiquement l'homme, mais qu'ils aient mélangé de l'ADN humain et animal. Le Sphinx prouverait-il que les extraterrestres se sont adonnés à des manipulations génétiques? Et si, comme le prétend Zecharia Sitchin, ils ont créé des hybrides destinés à extraire de l'or, cette énorme structure aurait-elle servi d'entrepôt? Quand les archéologues égyptiens ont désensablé le Sphinx, est-il possible qu'en réalité, ils cherchaient cet or? Au fil des siècles, des chambres secrètes, des puits et des systèmes de tunnels élaborés ont été trouvés sur le plateau de Gizeh. On a découvert un puits qu'on appelle le puits d'Osiris sous le plateau de Gizeh, derrière le Sphinx. Ce puits mène à de nombreux tunnels qui ne conduisent apparemment nulle part. Ces dernières années, on a utilisé des radars pénétrants GPR pour sonder le sol. Ils ont montré qu'il existe de nombreuses cavités souterraines autour du Sphinx, mais également en dessous. D'un point de vue scientifique, et non d'après des théories farfelues ou des légendes, c'était la première fois qu'on avait une indication précise de la présence de tunnels et de chambres sous le Sphinx. D'après ces scans, on a trouvé la preuve de l'existence de sortes de chambres artificielles.
Peu importe qu'il y ait un passage secret sous le plateau de Gizeh ou pas, l'essentiel consiste à savoir si on peut y accéder et surtout s'il y a un trésor inestimable à l'intérieur, qui défierait peut-être la science et qui serait peut-être même de nature extraterrestre. Si les cavités a priori situées sous le sphinx contiennent de l'or extrait par des extraterrestres, pourraient-elles aussi contenir autre chose? Des néo-évéméristes sont persuadés qu'il existe une bibliothèque secrète sous les pattes du sphinx. Cette chambre remonterait à la disparition de l'Atlantide, qui serait survenue il y a 12 000 ans d'après des textes ancestraux. Les partisans de la théorie des anciens astronautes affirment également que des extraterrestres peuplaient l'Atlantide et qu'ils avaient besoin d'un endroit pour entreposer tout leur savoir. Cette bibliothèque a été construite par les humains, grâce aux outils et aux connaissances des extraterrestres. On raconte qu'un groupe de survivants atlantes est arrivé en Égypte vers 10 500 avant notre ère, avec des papyrus contenant tout leur savoir, et qu'ils les ont stockés quelque part, à Gizeh. Un jour, si les archéologues trouvent des chambres secrètes sous le sphinx, que découvriront-ils? De l'or? Le savoir d'extraterrestres venus dans le passé? Ou bien les deux? Personnellement, je pense que cette pièce sera pleine d'engins en or qui ont appartenu aux dieux. Ça nous aiderait à comprendre qui a construit les pyramides et comment. Et je parie qu'à l'intérieur, il y a aussi un portail ou une porte qui mène aux étoiles. Si cette bibliothèque existe bel et bien, est-il possible que le savoir extraterrestre qu'elle contient ne soit pas inscrit sur des papyrus, mais gravé dans l'or? L'or est un métal aux propriétés incroyables. Il conduit très bien l'électricité, ce qui compte évidemment beaucoup en électronique. Parce qu'en plus, il n'est pas sujet à la corrosion. Par conséquent, quand on a besoin de matériel électronique haut de gamme et durable, l'or est le matériau le plus adapté. Ainsi, ce métal précieux aurait permis de stocker le savoir de nos ancêtres avec et sur des objets en or. Est-ce là le secret de ce matériau? La réponse se trouve peut-être chez nous, en France, sous l'église de Rennes-le-Château. Voici Rennes-le-Château. Le 29 janvier 1953, Marie Desnarnaud, une femme frêle, âgée de 85 ans, est allongée sur son lit de mort. Elle avait promis de révéler un secret qu'elle garde depuis longtemps, à propos d'un grand trésor. Malheureusement, une attaque cérébrale l'ayant laissée muette et paralysée, elle emporta son secret dans la tombe. Marie avait promis de révéler son secret à quelqu'un, en promettant à cette personne qu'elle serait riche comme jamais. Elle disait que les gens de la commune ne se rendaient même pas compte que sous leurs pieds se cachait un trésor qui les rendrait riches. Mais son attaque cérébrale lui a ôté l'usage de la parole. Alors à quoi faisait-elle référence? Les légendes qui évoquent un grand trésor caché à Rennes-le-Château remontent au 5e siècle. Quand les Visigoths sont venus dans la région, les bras chargés d'or, après avoir pillé Rome en 410 de notre ère. Cependant, 200 ans plus tard, ils quittent les lieux en laissant soi-disant une partie de leur butin mal acquis. Les Visigoths enterraient leurs morts avec des objets précieux. Par conséquent, il devait y avoir de l'or enterré à Rennes-le-Château. Cette rumeur perdure pendant plusieurs siècles, bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été apportée.
Et puis en 1891, Béranger Saunière, le prêtre de la commune, entreprend de rénover son église. Là, si l'on en croit les bruits qui courent, il fait une découverte qui le rend riche du jour au lendemain. Sa richesse provenait d'un énorme trésor caché sous son église, à l'intérieur d'anciennes catacombes de Rennes-le-Château, et qui sont pour le moins étranges. Ces tunnels qui existaient bien avant l'église. On y trouve des espèces de troglodytes qui étaient utilisés par les Wisigoths. Ça fait 16 ans que je vis ici. Et je sais qu'il y a un tunnel sous ce jardin qui part du château et qui va jusqu'à l'église. Dans ce sens-là. Depuis les années 50, des chercheurs d'or se rendent à Rennes-le-Château. Certains en ont trouvé. Reste à savoir si le mystère de la commune est un trésor, ou si l'or n'est qu'une première étape avant de découvrir le vrai mystère de la ville. Même si le père Saunière a déclaré qu'il avait découvert le trésor par hasard, beaucoup pensent qu'en réalité, il avait mené d'intenses recherches. Et qu'il reste beaucoup de richesses à découvrir dans les catacombes situées sous l'église. La découverte du prêtre est mystérieuse. Mais son attitude par la suite l'est davantage encore. Son étrange comportement se reflète d'ailleurs sur l'église elle-même. Béranger Saunière recherche des documents anciens et il s'intéresse à l'alchimie. D'ailleurs, dans ce domaine, l'or joue un rôle capital. Le prêtre entame les travaux de rénovation d'après un plan qui lui permet d'entrer en contact avec le divin. À mon avis, il s'est rendu compte que certains métaux pouvaient être transformés et que c'était une véritable expérience spirituelle. Le trésor soi-disant déterré par le père Saunière possédait-il une valeur autre que financière? Aurait-il pu contenir un savoir venu d'ailleurs? Il n'y a qu'une personne à qui le prêtre a révélé l'origine de son étrange richesse. Il s'agit de sa servante, Marie Desnarnaud. Quel était le contenu exact de ce secret? Les néo-évéméristes pensent qu'une partie de la réponse réside dans l'inscription qui figure au-dessus de la porte de l'église. Béranger Saunière a fait graver une inscription au-dessus de la porte. Ça fait plus de 100 ans qu'elle suscite les commentaires. Elle dit « Terribilis est locus iste ». La plupart du temps, cette phrase est traduite par erreur par « Ce lieu est redoutable ». En réalité, il s'agit d'une citation de la Genèse. Il y est dit que Jacob rêve d'une échelle qui relie le paradis à la terre et qui permet aux humains d'entrer en contact avec les dieux. On devrait traduire cette phrase de l'Ancien Testament par « Ce lieu est merveilleux ». Cette inscription tirée d'un passage de la Genèse fait-elle référence à une force divine? Ou bien à une force extraterrestre? À mes yeux, Rennes-le-Château pourrait être une porte des étoiles. Je me base sur la phrase placée au-dessus de l'entrée de l'église par Béranger Saunière. Pourquoi l'y aurait-il mise, si ce n'est pour indiquer que cet endroit incroyable et très puissant est en réalité une porte des étoiles? J'ai rarement été dans un lieu aussi étrange et débordant d'énergie. Là-bas, le sol respire le mystère. Des gens y ont observé des ovnis, d'autres des trous temporels, et certains ont même rencontré le diable. Il est donc certain que cela fait des siècles qu'il se passe des phénomènes étranges dans cette région. Cette petite commune serait-elle une porte qui mènerait aux extraterrestres, voire à une autre dimension? Marie Desnarnaud a-t-elle emporté la réponse avec elle?
À moins que Rennes le Château n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Eh bien, la clé de l'énigme se trouve peut-être en Écosse. La chapelle de Rosslyn, une église du XVe siècle, est perchée sur une colline qui surplombe le village de Rosslyn, situé à 11 km au sud d'Édimbourg en Écosse. D'aucuns affirment qu'au sein de chambres souterraines cachées sous l'église, giseraient de précieuses reliques, y compris le trésor des Templiers. Les membres de cet ordre militaire et religieux étaient basés au Mont du Temple à Jérusalem, à l'époque des croisades. On dit qu'ils ont possédé de nombreux artefacts religieux de grande valeur, y compris la relique la plus précieuse de toutes, le Saint Graal. Le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène. Les Templiers ont procédé à des fouilles au temple de Salomon. Apparemment, ils auraient découvert des cavernes secrètes qui débordaient d'artefacts en or. Sauf qu'au moment du pillage du temple, le trésor a déjà disparu. En fait, les Templiers l'ont rapporté en Écosse et l'ont enfoui à la chapelle de Rosslyn. Cette chapelle est une éventuelle reproduction du temple de Salomon. Elle est fascinante. C'est vraiment un temple construit par William Sinclair. Il est conçu pour contenir les secrets du Saint Graal. À l'époque de sa construction, les murs de cette église possédaient les symboles les plus fantastiques du monde. Cet édifice aurait-il vraiment été bâti pour abriter le Saint Graal? Certains pensent que son architecture est couverte de messages codés, qui, une fois déchiffrés, révéleraient le parcours du calice du Christ. Je vous présente la chapelle de Rosslyn. C'est William Sinclair qui l'a fait construire. Il était très riche et chancelier d'Écosse à l'époque. Cet homme incroyablement doué et intelligent a rassemblé des savoirs ancestraux du monde entier et les a fait mettre en œuvre à la chapelle. Parmi les nombreuses sculptures des murs de l'église, il y a des visages qu'on appelle les hommes verts. Ces déités païennes symbolisent la croissance et la renaissance. Certains sont persuadés que ces étranges visages indiquent que le Saint Graal se trouve bel et bien dans la chapelle. Ces sculptures possèdent une double signification. L'homme vert apparaît à plus de 110 endroits différents. Et si on regarde ces différents visages d'est en ouest, il symbolise la course du temps. L'homme vert, le plus jeune, est sculpté sur le mur est. Et plus on se dirige vers l'ouest, plus il vieillit. Il représente les plus grands secrets de la nature. C'est à se demander si le Graal n'aurait pas un lien avec ces mystères et la présence de ces hommes verts. Si le Saint Graal est effectivement à l'intérieur de la chapelle de Rosslyn, où serait-il caché? Certains pensent qu'il repose à l'intérieur de ce pilier sculpté, appelé le pilier de l'apprenti. D'ailleurs, une personne a tenté de le récupérer. Il s'agit d'une histoire vraie. Un homme est entré dans la chapelle, armé d'une hache, dans le but d'abattre le pilier de l'apprenti, convaincu que le Graal s'y trouvait. Et si je vous disais qu'à mes yeux, le Graal, c'est l'ADN, parce qu'il est votre passé et votre avenir. D'ailleurs, quand on observe le pilier, on y retrouve la structure de l'ADN. Les mystérieuses sculptures liées au Saint Graal indiqueraient-elles que le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène était plus qu'un simple verre?
Cette histoire est fascinante aux yeux des partisans de la théorie des anciens astronautes. Wolfram von Eschenbach, le poète allemand, suggère que le Saint Graal serait originaire des étoiles. Que voulait-il dire par là? On le décrit souvent comme une coupe dotée de lumières rouges clignotantes. Par conséquent, les Templiers possédaient-ils une sorte de machine? Le Saint Graal permettait-il vraiment à Jésus d'entrer en contact avec une force spirituelle ou d'un autre monde? Si nous trouvions ce calice, aurions-nous la preuve que nous avons des origines extraterrestres? Si oui, cette mystérieuse église, à l'instar des temples d'or au Pérou, des pyramides d'Égypte et des églises en France, contiendrait-elle un trésor d'une précieuse valeur, autre que financière? Qu'on soit à la chapelle de Rosslyn ou à Rennes-le-Château, il s'agit toujours d'une histoire où il n'y aurait pas qu'un trésor spirituel caché sous le sol, mais aussi un trésor matériel. L'or a toujours été recherché par les anciennes civilisations. Il symbolise la richesse et le pouvoir, mais surtout, il représente notre connexion avec les étoiles. Dans toutes les cultures, l'or a plus de valeur que toute autre chose. On dirait que nos ancêtres savaient quelque chose à propos de ce métal, et nous devons le découvrir. L'or serait-il le lien entre les humains et les extraterrestres? Une connexion concrète avec les anciens astronautes qui sont descendus sur Terre il y a des milliers d'années? Possible. Mais si la ruée vers l'or a poussé les extraterrestres à quitter la 3e planète à partir du Soleil, une question demeure en suspens. Reviendront-ils en chercher ?